Bonjour, bienvenue Bonjour. dans Carnet de campagne. Vous êtes candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription de Marseille qui regroupe le 4e, 5e, une partie du 6e arrondissement, c'est bien ça? Tout le quatrième, une grande partie du cinquième et une grande partie du sixième. Donc vous êtes apparenté à Les Républicains UDI. Vous êtes avocat de profession, vous êtes président du groupe Les Républicains au conseil municipal de la ville depuis 2014 et vous avez le soutien, dans le cadre de ces législatives, de Bruno Gilles. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une circonscription quand même compliquée, il y a quand même plus de 23 candidats. On s'y perd, ça je vais pas donner tous les noms des candidats. On sait qu'elle a quand même attiré un petit peu les feux de l'actualité. C'est dans cette circonscription qu'il y a eu le retrait donc, de la députée sortante de Marie-Arlette Carlotti. Comment vous appréhendez cette circonscription? Vous savez, moi j'ai été désigné pour être candidat dans cette circonscription il y a 18 mois, en duo avec ma suppléante Marine Pustorino, qui est une jeune femme de 29 ans, très brillante et très pugnace. J'ai l'investiture des Républicains, de l'UDI, d'Écologie Bleue, du Parti centriste CDR. J'ai le soutien puissant, constant et tous les jours sur le terrain de Jean-Claude Gaudin, de Bruno Gilles, de Renaud Muselier, de Martine Vassal. Et depuis 18 mois, avec une équipe militante formidable, nous allons tous les jours à la rencontre des habitants des 4e, 5e et 6e arrondissements, les clubs sportifs, les associations culturelles et caritatives, les commerçants, les entreprises, les comités d'intérêt de quartier. Et donc, on a fait cette campagne sur nos convictions, sur ma personnalité, sur nos valeurs, sans trop se préoccuper de nos adversaires. Et d'ailleurs, tant mieux, puisque ça n'a cessé de changer au fil du temps, tant les adversaires que leurs noms, voire même leurs étiquettes politiques, qui ont varié au fil du temps. Et donc, c'est vrai qu'il y a 23 candidats, un très grand flou partout, avec deux candidats de l'extrême gauche, deux candidats de la gauche radicale, au moins deux candidats qui se réclament du Parti socialiste, trois ou quatre écologistes et quatre ou cinq qui se réclament de la majorité présidentielle. Donc au milieu de ce magma, de ce gloubi-boulga, nous sommes en tout cas un pôle de stabilité très clair, les Républicains et l'UDI, Yves Morel et Marine Pustorino, avec le soutien de Jean-Claude Gaudin et de Bruno Gilles. Au moins, nous, c'est clair, on sait où nous sommes et on sait ce que nous faisons. Alors justement, puisque vous le disiez il y a quelques instants, vous vous promenez un petit peu partout dans dans cette circonscription, tous ces arrondissements. Qu'est-ce que vous remarquez sur le terrain? On sent dans ce pays une souffrance, on sent des fractures. Je suis frappé de voir les difficultés de l'école publique, les inquiétudes face à l'insécurité à l'école, face au laisser-aller à l'école publique. Je suis frappé de voir euh, euh, la souffrance de ces prolétaires modernes que sont les petits commerçants, les petits artisans, les entrepreneurs, les professions libérales parfois, les agents de l'hôpital public. Finalement, on s'aperçoit que aujourd'hui, la situation la plus difficile dans ce pays, c'est pour les petits retraités et les petits travailleurs, ceux à qui on demande tant et auxquels on ne donne jamais rien. Mhm. Et il est clair que moi, mon engagement, il est en faveur de ces catégories-là. Je suis pour la baisse des charges, la baisse des impôts pour ceux qui créent, qui entreprennent, l'allègement des normes et des contrôles de toutes sortes, l'augmentation des petites retraites aussi. Je veux dire que c'est le signe d'un dysfonctionnement de notre société, de voir des gens, j'en ai rencontré beaucoup, qui ont travaillé 40, 42, 45 ans et qui ont des retraites de moins de 900, parfois de moins de 800 euros par mois. Et je pense qu'il faut peut-être prendre d'un côté, dans ce système de l'assistanat généralisé qui aujourd'hui atteint ses limites, pour donner aux plus méritants. Donner à celui qui a vraiment besoin, c'est la vraie solidarité qui vaut mieux que l'assistanat généralisé. Alors à côté de ça, on voit aussi que le chômage atteint surtout dans notre région malheureusement, donc ça échappe pas bien sûr aux circonscriptions, il atteint beaucoup la jeunesse, énormément, donc qui se retrouvent en situation de précarité, même en étant étudiant, même après en ayant des diplômes. Votre sentiment sur tout Oui, ça? vous avez raison, c'est la raison pour laquelle
si le nouveau président de la République, bien qu'il ne fasse pas partie de ma famille politique, prend des mesures fortes dans ce domaine-là, notamment de réforme du Code du travail, dont je considère qu'il est un des principaux freins à l'emploi, je n'hésiterai pas à le soutenir. Il y a aujourd'hui probablement des gisements d'emplois possibles chez les petits commerçants, chez les artisans, chez les petits entrepreneurs, qui n'embauchent pas même quand ils en ont besoin, parce qu'ils ont peur ensuite de ne pas pouvoir licencier en cas de retournement de conjoncture, qui n'embauchent pas aussi parce qu'ils craignent les charges et les contrôles de toutes sortes et qu'il faut aider en libéralisant. C'est une première piste. Il y a un deuxième problème dans notre pays, c'est l'attachement sacro-saint de toutes les familles, des parents que nous sommes, à l'enseignement général et à l'accès à l'université, qui souvent amène nos enfants dans des voies de garage et au chômage, alors que si on leur avait appris un métier, eh bien, probablement ils trouveraient très facilement un emploi et même des revenus très confortables. Alors Yves Morel, vous le disiez tout à l'heure, et je vous le disais, les élections législatives compliquées, il y a eu des élections présidentielles qui étaient compliquées. Comment vous, personnellement, vous vivez ce changement au niveau de l'échiquier politique ? Bon, d'abord, moi, vous savez, je suis serein parce que, comme vous l'avez dit, j'ai un métier, je suis avocat, je continue à l'exercer ici dans le 6e arrondissement de Marseille avec ma femme. Et je veux dire, la vie politique pour moi est une affaire de conviction et d'engagement et pas une affaire alimentaire. Je veux dire, je gagne ou je perds le 18 juin, ça ne change rien à ma vie personnelle. À la rigueur, de gagner complexifiera plus ma vie que si je perdais. Donc, sur le plan personnel, je suis serein. Je considère en plus que le travail finit toujours par payer. Et comme on a été les seuls sur le terrain pendant 18 mois, je suis confiant. Pour autant, on sent très bien qu'il y a une aspiration au renouvellement. Mais je crois qu'il faut être prudent et mesuré. Je trouve que c'est tout sauf moderne que de venir dire regardez, j'arrive, je suis comme le président de la République, votez pour moi. Alors qu'on ne s'est jamais intéressé aux problématiques de nos concitoyens, aux dossiers qui concernent les 4e, 5e et 6e arrondissements. Si c'est ça la modernité, moi je préfère les valeurs de proximité, de loyauté, d'engagement que cette fausse modernité. Par ailleurs, on entend beaucoup, très à la mode, la gauche et la droite c'est fini, il faut être tous ensemble, etc. Moi je crois que ce qui est important, c'est de se positionner par rapport à ses convictions. Je vous le disais, si je suis élu député et que le président de la République propose une mesure qui correspond à ce que je pense, par exemple la réforme du Code du travail, ou par exemple la suppression de la réforme sur les temps d'activité périscolaire, Macron ou pas Macron, je vote pour parce que ça correspond à mes convictions. Par contre, s'il propose cette folie qui est l'augmentation de la CSG de 20 milliards d'euros, qui va peser essentiellement sur des retraités qui souffrent déjà beaucoup, je m'y oppose. Après, le fait de dire qu'il faut être tous ensemble, cette espèce de magma où tous les raisonnables, tous les modérés du centre droit jusqu'au centre gauche se retrouveraient ensemble, je trouve que c'est extrêmement dangereux. D'abord, ça ne correspond pas à la réalité, parce que nous avons des positions différentes sur un certain nombre de sujets. Quand je vois M. Bruno Le Maire, qui va aujourd'hui, en tant que ministre de l'économie, soutenir une loi sur l'augmentation de la CSG, alors qu'il disait il y a 2 mois que c'est une ineptie, je comprends que les Français doutent de la CSG. Vous pensez que tout ceci manque un peu de cohérence ? Oui, ça manque de cohérence, mais au-delà, il y a plus dangereux que ça. Si tous les raisonnables de droite comme de gauche se retrouvent ensemble, le jour où viendra le temps de l'impopularité, et ça ne va pas mettre longtemps à arriver. Où sera l'opposition ? Le jour où viendra le temps de l'alternance, qui vient toujours, et c'est heureux en démocratie, eh bien elle va bénéficier à qui l'alternance ? À un populiste d'extrême gauche ou un populiste d'extrême droite. Et moi, je ne veux pas de ça pour mon pays. Donc, constructif, oui. Rallier, non. D'accord, au moins c'est clair. Alors revenons à ces élections législatives. Est-ce que vous pensez finalement que les élections législatives, c'est pas du tout comme les élections présidentielles, peut-être dans la mentalité surtout des Marseillais. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se dire, non mais par exemple on a vu dans certaines circonscriptions où carrément Jean-Luc Mélenchon se présente, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une dynamique dans l'esprit des Marseillais en se disant, non mais non, nous on ne veut pas de parachutés, on ne veut pas de gens qui ne connaissent pas le terrain. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir une réflexion différente que sur les élections nationales ? Il y a un peu des deux. Je crois que les élections législatives demeurent une élection nationale qui est conditionnée
par le résultat de l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'un certain nombre de candidats se contentent de mettre la tête d'Emmanuel Macron sur leur tract ou l'inscription majorité présidentielle en espérant faire des voix et en se dispensant de tout travail sur le terrain ou même de tout exposer de ce que sont leurs convictions. Et en même temps, les Marseillais, effectivement, sont très attachés à la proximité de leurs élus, au fait de les connaître, de savoir qu'ils peuvent s'adresser à eux, les engueuler même, ce qui est un sport assez pratiqué, mais qui est notre façon à nous de débattre. Et donc je pense qu'il y a ces deux aspects-là qui coexistent. À quel résultat ça va aboutir, je suis bien incapable de le dire. Et d'ailleurs, je ne me focalise pas sur des prédictions. Je cours dans mon couloir avec mes équipes, sur ma personnalité, mes convictions, avec le soutien de ma famille politique. Puis une fois qu'on a passé la ligne, on regarde des deux côtés. Et si personne n'est devant, on a gagné. Sinon, on a perdu. Tout ça n'est pas très grave. C'est jamais qu'un engagement démocratique au service de l'intérêt général. Et si quelqu'un d'autre gagne, c'est qu'il a été plus convaincant. Voilà. Alors à côté de ça, au niveau de l'actualité internationale, malheureusement, je ne peux pas passer à côté encore du dernier attentat terroriste qui a eu à Londres. Je voulais avoir un petit peu votre sentiment. Notre pays oublie vite qu'en 2 ans, nous avons subi d'abominables drames et qu'aujourd'hui, il y a une véritable guerre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ancien Premier ministre socialiste. Une véritable guerre qui est menée par des barbares, qui est le terrorisme islamique radical, et qui veut tout simplement mettre à bas tout ce que représentent nos sociétés occidentales, fondées sur le droit, la justice, l'égalité et la liberté. Et que de deux choses l'une, soit on se soumet, soit on combat et on gagne. Et les sociétés occidentales doivent prendre la mesure que c'est leur vie, donc celle de nos enfants, les nôtres d'enfants, pas les enfants abstraits, les nôtres, qui est en jeu, et qu'il faut donc adapter nos principes et notre défense à la gravité de la menace. Voilà. Je suis avocat, il n'y a personne de plus attaché que moi au principe de la liberté et de la démocratie, mais si c'est ma peau, ou pire encore celle de ma fille qui est en jeu, je m'adapte. Et donc ça suffit. Il faut mener le combat à l'étranger, sur les territoires où se fomente le terrorisme islamique. Il faut ici refuser, cesser de reculer face aux prêcheurs de haine, et donc fermer, par exemple, les mosquées salafistes, expulser les imams étrangers qui prônent des valeurs contraires aux principes de la République. Enfin, on n'a pas combattu collectivement pendant des dizaines d'années pour l'égalité homme-femme, pour aujourd'hui se laisser imposer un autre principe que ceux de la République. C'est pas moi qui le dis, l'abominable homme de droite, c'est Elisabeth Badinter, qu'on va quand même pas soupçonner de racisme ou de je ne sais quoi. Elle dit simplement, il y a des quartiers que la République a lâchés, et il faut les reconquérir. Il faut se battre, parce que c'est notre peau qui est en jeu. Dernière question, je vous poserai une question sur Israël, mais vue de France, on va dire. Il y a des associations anti-israéliennes, mais il y en a une spécialement qui inquiète beaucoup la communauté juive, puisqu'elle dresse aussi les populations les unes contre les autres. C'est savoir celle qui pratique, qui a vraiment vent en poupe en France, c'est le BDS, qui est international, le BDS, c'est-à-dire cette espèce de boycott économique d'un pays où on voit malheureusement en France depuis un certain temps la noyauture de cette association qui va dans les manifestations, manifeste en ayant quand même un discours assez haineux, on doit le dire. À côté de ça, on sait tous que pratiquer un boycott économique, c'est illégal pour un pays. Pourtant, il y a eu beaucoup d'autorisations de manifestations et qui vont même s'insinuer dans des manifestations normales, je veux dire, dans les problèmes des citoyens de tous les jours, je sais pas, moi, sur la loi du travail, etc., où on s'aperçoit qu'eux sont là à l'intérieur pour un petit peu mettre le verre, on va dire, dans la pomme. Alors, résultat de tout ça, c'est que ça ne fait que
ça fait des communautés qui se dressent les unes contre les autres et des discours de haine portés sur le territoire français. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez clairement de ces associations. Mes positions sont connues. L'ultra-gauche est anti-juive et anti-israélienne. J'ai visité Israël il y a un peu plus d'1 an. C'est un pays remarquable d'enthousiasme, de respect de la démocratie, jusqu'à admettre dans son propre parlement des députés qui n'acceptent pas son existence. Alors après, qu'on n'aille pas leur donner des leçons de démocratie. C'est un pays qui est à la pointe de la technologie. J'ai visité l'hôpital pour enfants d'Haïfa. Il ferait pâlir d'envie les personnels des hôpitaux publics de Marseille. C'est un pays où on sent de l'enthousiasme, de l'élan, et c'est la seule démocratie de cette région du monde. C'est le pays start-up dans le monde entier. Et donc, moi, je défends ce pays de toutes mes forces chaque fois que c'est possible. J'étais d'ailleurs, de mémoire, peut-être avec Valérie Boyer, le seul élu non-juif présent à la manifestation de soutien à l'État d'Israël en juillet 2015 sur les Vieux-Ports. Ça m'a valu pas mal d'insultes, ce qui m'a d'ailleurs fait mesurer ce fossé de haine que vous évoquiez il y a quelques minutes, mais c'est pas grave, ce sont mes convictions et je continuerai à les défendre. Et cette association qui appelle au boycott et qui s'insère, comme vous le dites, un petit peu partout, même dans des manifestations qui n'ont aucun rapport avec le sujet, doit être combattu, et je trouve que le gouvernement français précédent a fait preuve de trop de mansuétude à son égard. On se cache trop la réalité dans ce pays. Le tragique assassinat de Madame Halimi il y a à peine quelques semaines en est encore un exemple. Je lisais un article de presse sur ce sujet hier. Il faut savoir qu'elle a été assassinée au mois d'avril et que ça sort réellement maintenant. Non, alors moi j'en avais entendu parler dans la communauté déjà. Dans la communauté, mais ça n'avait pas été. Ça commence à être médiatisé maintenant avec l'appel des 17 avec l'appel des 17, etc. Voilà. Moi j'en ai parlé déjà il y a plusieurs semaines, et honnêtement que le parquet ou le juge d'instruction se pose la question du caractère antisémite de l'acte inquiète quand même. Et donc, il faut là aussi combattre pour ouvrir les yeux. Alors, Yves Morel, avant de se quitter, votre devise, en quelques mots? Quand on ne fait pas tout pour être le premier, le devenir ou le rester, on ne demeure pas le second, on tombe fatalement le dernier. Ça veut dire que ce pays, qui a d'extraordinaires potentialités, a vocation à être au premier rang mondial, mais pour cela, il faut se retrousser les manches et en revenir à des valeurs simples et fondamentale, notamment celle de l'autorité et du mérite. Yves Morel, merci infiniment.